On m'entend assez bien, non? On va monter un peu. Voilà, alors je vous souhaite tous et à tous, Excellence, députés, chers citoyens, la bienvenue à la Maison de l'Europe cet après-midi. Vendredi après-midi après la fête de l'Europe. Aujourd'hui, il fait beau. Il aurait pu faire beau hier, très franchement, mais certains d'entre vous étaient à la place. C'était vraiment un moment magique, même sous la pluie. Vraiment, on a presque pensé que c'était la fin du monde. On avait des gens qui étaient sur la place, vraiment engagés et qui s'intéressaient pour l'Europe. J'étais vraiment ravie. Certains d'entre vous étaient là aussi. Un très, très grand merci. Voilà, aujourd'hui, je suis ravie d'avoir avec moi des amis, des collègues, des anciens collaborateurs, des futurs collaborateurs qui vont se présenter. Je crois que le président de la Commission, il dit souvent que ce qui intéresse les citoyens, c'est l'impact que la législation a sur la vie quotidienne. Vraiment, ce que ça change dans notre vie quotidienne, les institutions, leur fonctionnement, ça n'intéresse personne. Peut-être il a raison, sûrement que c'est l'impact de l'Union européenne très concrètement sur notre vie qui est importante. Mais je crois aussi qu'il faut comprendre comment l'Union européenne fonctionne, comment ça marche. Certains d'entre vous ont participé à nos conférences Let's Talk Europe, où les différentes institutions se sont présentées. Je crois que ça, c'était un exercice aussi très intéressant, surtout en amont des élections européennes qui auront lieu le 26 mai au Luxembourg. On a eu pour le Conseil européen André Gillissen qui a fait une présentation sur le Conseil européen. Pour le Parlement européen, on a eu Klaus Welle. Et pour la Commission européenne, on a eu l'ancien commissaire Martin Reichertz qui était avec nous. Alors, sur les différentes institutions, on en a parlé déjà et je crois certains d'entre vous étaient là aussi. Alors, aujourd'hui, on va faire un petit exercice où on va parler du fonctionnement des institutions entre nous. Après, c'est vraiment à vous de profiter de la présence de nos trois collègues et vraiment je remercie pour votre présence aujourd'hui. Normalement, c'est moi qui présente nos VIP. Aujourd'hui, je vais demander aux VIP de se présenter eux-mêmes. Sarah Blau, je vais te demander de te présenter et pour que tu ne parles pas trop longtemps, tu tu peux parler pendant 1 minute pour te présenter, mais pas plus que 3 minutes. Alors, merci Sarah d'être avec nous. Peut-être tu peux nous... Voilà. Ça court déjà. Allez, Ça court déjà. Raconte-nous un peu. Tu travailles au Parlement européen, voilà, un peu avec les exemples concrets de ce que tu fais. D'accord. Donc, mon nom est Sarah Blau. Je suis un peu plus de 20 ans à Bruxelles, où j'ai fait pas mal de choses assez variées. Je dirais qu'au niveau des sujets, les sujets sur lesquels j'ai travaillé à Bruxelles ou à Strasbourg, Luxembourg, c'est surtout la sécurité alimentaire, santé, environnement. D'ailleurs, j'ai fait sciences de l'environnement à Zurich, donc j'ai pas vraiment fait c'était pas fait pour arriver évidemment à Bruxelles. Et un autre sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé, sur lequel je travaille actuellement, c'est tout ce qui est coordination des boulots interinstitutionnels, horizontaux, etc. Donc concrètement, j'ai fait la plupart de ma carrière au Parlement européen. Où j'ai travaillé dans un groupe, j'ai travaillé dans 2 cabinets, le cabinet du secrétaire général Klaus Welle, j'ai aussi fait les derniers mois du cabinet de Martin Schmidt et Schulz. Voilà, Nico Schulz. Voilà, décidément, au bon début. Voilà, ça commence à faire. Voilà. Et j'ai aussi fait 2 présidences luxembourgeoises en 2005. Plusieurs de nous ont travaillé ensemble. Et en 2015, où j'ai été détachée pour faire les négociations changement climatique à Paris. Voilà. Qu'est-ce que je fais actuellement? Je suis chef d'une unité qui s'appelle Affaires législatives au Parlement européen. Et on est un peu une unité qui fait tout et rien. On travaille énormément avec toutes les commissions parlementaires dans le travail législatif. On les soutient dans les trilogues, qui sont un peu comment on fait de la législation. On travaille avec la commission à la conseil. Et notre travail, en fait, c'est un peu de mettre de l'huile dans les rouages, de faire en sorte que les bonnes pratiques s'appliquent, que quand les collègues ont des problèmes, on puisse leur dire « Ah, on a fait comme ça dans un autre dossier ». Enfin, je veux dire, c'est un peu de faire beaucoup de formations, etc. Donc, voilà.
Ça, c'est un peu ce que je fais au jour le jour. Très bien. Alors, après la seule femme dans le triangle institutionnel et en procédant d'ordre alphabétique, Jim. Merci beaucoup, Yuriko. Je suis ravi d'être ici. Je suis un peu plus âgé que Yuriko, donc j'ai un curriculum vitae un peu plus long, mais je ne serai pas plus long. Je travaille actuellement au secrétaire général du Conseil et je m'occupe de trois choses essentiellement. D'abord, un peu la marche générale du Conseil des ministres, le Conseil Affaires Générales, pour les initiés, le Coreper 1, c'est-à-dire les représentants permanents, les ambassadeurs des États membres à Bruxelles, Coreper 1 et 2. Et je suis un peu tout ce qui est horizontal. Donc, je m'occupe, mon titre, c'est directeur général adjoint des questions institutionnelles, générales et institutionnelles, ce qui veut rien dire et tout dire, mais c'est tout ce qui est horizontal. Mon deuxième rôle, c'est que je suis en charge des relations avec le Parlement européen, ce que je vous assure n'est pas un cadeau, n'est-ce pas, Astrid? Et troisièmement, et c'est peut-être la partie la plus importante de mon job actuel, c'est que je m'occupe du Conseil européen, c'est-à-dire des réunions des chefs d'État et de gouvernement. Je viens d'ailleurs de Sibiu, où ils ont montré beaucoup d'unité, donc j'étais ravi. Il y a même eu des gens dans la rue qui applaudissaient. C'était vraiment très rare pour nous de voir ça, donc on était très contents. Donc je suis... Ils applaudissaient, je ne sais pas très bien pourquoi, mais ils applaudissaient parce qu'ils aimaient beaucoup Tusk, Juncker. Enfin, ça se passait très bien. Ioannis, c'était sa ville, donc on a eu vraiment un appui très fort. Et moi, personnellement, je m'occupe un peu des conclusions du Conseil européen. Donc, je fais le secrétariat du Conseil européen, ce qui est très bien. J'ai commencé comme diplomate luxembourgeois. Et depuis lors, j'ai fait une carrière européenne à Bruxelles. Donc, j'ai été chef de cabinet de Jacques Santer à un certain moment. J'ai travaillé pour Javier Solana. Et donc là, je travaille beaucoup avec Tusk, mais aussi beaucoup avec les présidences tournantes. Parce que, comme vous le savez, pour le Conseil, c'est une présidence tournante qui change tous les 6 mois. Je crois que j'arrête là. Ah, pardon. Celui-là, peut-être. Oui. Bonsoir à tous. Donc, mon nom est Antoine Cazel. Donc, je suis luxembourgeois. J'ai travaillé à Bruxelles depuis pratiquement maintenant 18 ans, 19 ans presque. Oui. Ça fait quand même le temps passe. J'ai commencé à travailler après avoir fait des études de droit et après avoir approfondi en droit européen à la représentation permanente du Luxembourg auprès de l'Union européenne, comme d'abord ce qu'on appelle conseiller Mertens, donc le Coreper 1 que Jim Klaus évoquait, c'est-à-dire les ambassadeurs adjoints. J'ai déjà assisté notre ambassadeur adjoint à l'ambassade du Luxembourg auprès de l'Union européenne. D'ailleurs, j'ai commencé grâce à Yuriko, puisque Yuriko était à l'époque le Mertens, et je l'ai remplacé pendant quelques mois lorsqu'il était en congé de maternité. Donc c'est amusant de se retrouver aujourd'hui dans cette configuration. Et ensuite, en 2005, j'ai rejoint le ministère des Finances luxembourgeois, où je suis devenu conseiller financier pour le ministère des Finances. Donc je représentais en fait les intérêts du ministère des Finances luxembourgeois à Bruxelles. J'ai fait ça pendant 9 ans. Et pendant une période dans laquelle j'ai eu différentes responsabilités, une période aussi qui a coïncidé avec la crise économique et financière importante, et donc aussi une période où j'ai été un peu plus proche du président de l'Eurogroupe à l'époque, notre ancien ministre des Finances, ancien Premier ministre, M. Juncker, qui m'a demandé de le rejoindre à la Commission lorsqu'il a pris le rôle de président de la Commission, et donc je suis depuis 2004. Le G20, j'ai la chance de pouvoir représenter non pas le président, mais l'Union, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, au G20 dans des sommets, pour la préparation des sommets du G20, et donc je représente 2 présidents, parce qu'il y a aussi le président Tusk qui se joint, c'est une des particularités de l'Union. Voilà, évidemment très européen. J'ai la chance d'avoir un père et un grand-père, un père qui est là et un grand-père qui étaient déjà des artisans de la construction européenne depuis la première heure, puisque mon grand-père était à Rome lors de la signature du traité. Voilà, je m'arrête là aussi. Voilà, alors on entend souvent, c'est Bruxelles qui dicte, Bruxelles qui décide. Antoine, je vais commencer avec toi. Est-ce que alors tu fais partie de cette bande de technocrates qui décident de tout à Bruxelles? Alors, est-ce que le fait de travailler pour une administration publique européenne me fait de moi un technocrate? Peut-être, c'est possible. Voilà, mais je décide évidemment pas. C'est très péjoratif comme terme. Oui. Hein. C'est un terme péjoratif, mais enfin, on parle aussi de bureaucrates dans les administrations. Moi, je ne pense pas du tout. D'abord, ce que je n'aime pas, c'est Bruxelles, ce mot Bruxelles.
c'est une capitale, c'est une ville, belle ville dans laquelle on vit, mais c'est évidemment pas du tout Bruxelles en tant que ville qui décide quoi que ce soit, et je pense que c'est un abus de langage que de dire toujours que Bruxelles décide. D'abord, il faut qualifier rien. La Commission ne fait que décider des propositions. Elle ne fait que des propositions, mais c'est pas elle qui décide. Et ça, c'est quelque chose. Souvent, d'ailleurs, quand on regarde un reportage sur l'Union européenne, on voit l'image d'Hubert Lémon qui représente le bâtiment dans lequel se trouve le président de la Commission, alors qu'en fait, il n'a rien décidé du tout. C'est en fait une autre institution, deux autres institutions qui sont représentées ici à ma gauche, c'est-à-dire le Conseil de l'Union européenne et le Conseil européen avec ses chefs d'État et de gouvernement, et bien sûr le Parlement qui codécide sur base des propositions qui sont faites par la Commission. Le seul domaine dans lequel la Commission pourrait dire décide, c'est en matière de concurrence, parce que ça, c'est vraiment un domaine dans lequel elle décide. Même en matière commerciale, ce sont des mandats qui lui sont octroyés, et donc elle ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Donc quand on dit la Bruxelles, la Commission a ouvert des négociations avec le Canada ou les États-Unis, ou va conclure des accords commerciaux, c'est évidemment en accord avec les États membres. Ce sont eux qui principalement décident. Et je dois dire qu'entre les deux, évidemment, et là on en discutera peut-être encore ce soir, le Conseil a un rôle particulier quand même. Pour moi, ceux qui décident véritablement en Europe aujourd'hui, ce sont les États membres, bien sûr, ce sont les ministres, mais surtout les chefs d'État et de gouvernement qui prennent énormément de poids sur les décisions qui sont prises, et c'est là où la décision est prise. Donc quand on dit Bruxelles, je préfère qu'on dise Bruxelles, virgule, les États membres, et parfois en codécision avec le Parlement. Mais donc, loin d'être un technocrate pour moi, mais on peut le qualifier si on veut, c'est pas négatif. Mais voilà, mais beaucoup de choses sont quand même décidées en codécision, justement, codécision entre le Conseil et le Parlement européen. Sarah, qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui? Et peut-être, au contraire, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Je dirais qu'en gros, on a toujours... je dirais, moi, je me considère aussi un peu comme une technocrate politicienne, et ce que j'aime d'ailleurs dans mon boulot, c'est de travailler avec des politiciens. Je veux dire, le contact dans toutes les institutions, on a des hommes politiques, et c'est ça qui est vraiment la richesse de ce travail. Qu'est-ce qui fonctionne? En gros, je dirais que, par exemple, quand on fait du législatif, je veux dire, il y a une proposition de la Commission, et puis le Conseil et le Parlement doivent se mettre d'accord. Il y a tous des rituels et des pratiques qui se sont élaborés, mais dans la plupart des cas, on arrive à se mettre d'accord. Et je veux dire, on a des centaines de textes qui ont été adoptés lors de cette législature, et souvent, au fait, il y a aussi souvent on parle des sujets difficiles. C'est une des choses que j'ai apprises. Il y a un chercheur, Simon Higgs, à Londres, qui a montré par des statistiques qu'au fait, par exemple, au Parlement, il y a une très grande cohésion des groupes politiques. Ce n'est pas l'impression qu'on a quand on lit la presse européenne, bien sûr, parce que les sujets sur lesquels on va débattre, où il y aura de grands débats, paquet mobilité, etc., sont souvent des sujets où il y a de grands intérêts nationaux. D'une certaine façon, Bruxelles, et que ce soit Bruxelles, Luxembourg ou Strasbourg, ça a l'air un peu loin. Alors que si on parle souvent aux collègues, on dit oui, mais est-ce que vous savez comment ça fonctionne, votre système national? Souvent, en Belgique, c'est spécialement compliqué. En Belgique, c'est plus compliqué qu'à Luxembourg, peut-être. Voilà, mais même à Luxembourg, je suis sûre que si on allait dans la rue et qu'on demandait Staatsrat, etc., comment ça fonctionne, je veux dire, il y aurait... Donc, je veux dire, c'est un peu ce mythe de Bruxelles. Voilà, alors on a les pouvoirs codécisionnels entre le Conseil et le Parlement européen. Qu'est-ce que tu changerais, Jim, dans ce système qu'on a actuellement? Qu'est-ce qui marche pour toi? Qu'est-ce qui ne marche pas? Attends, avant de changer le système, je dois peut-être dire un mot comment il fonctionne, mais je voudrais d'abord revenir sur la question un peu plus personnelle, technocrate. Vous voyez que nous tous les trois, nous sommes d'une certaine façon des technocrates, mais nous avons un visage. We are not faceless bureaucrats. C'est pour ça que je vous ai invité d'ailleurs. Voilà, c'est pour qu'on le voit. Je suis fonctionnaire et donc aussi technocrate, c'est tout à fait normal, j'en suis très fier, c'est ce que je voulais toujours faire dans la vie. Mais nous ne sommes pas les gens qui décident, nous sommes des fonctionnaires, c'est les politiciens qui décident dans les démocraties. Alors sur le plan national, on le comprend un peu mieux, puisqu'il y a une majorité parlementaire qui élit un gouvernement, les choses se font. Sur le plan de l'Union européenne, il y a une double légitimité. Il y a une légitimité des États qui sont représentés par les gouvernements dans le Conseil et au Conseil européen, comme Antoine l'a dit. Et il y a les peuples, il y a les élections directes au Parlement européen, où j'espère que vous allez tous participer dans 2 semaines. Il y a une légitimité un peu différente. Les deux sont importantes.
Alors on dit souvent, Bruxelles, je suis entièrement d'accord avec Antoine là-dessus, c'est évidemment un raccourci un peu idiot. Et ça donne l'impression que quand la Commission fait une proposition, vous avez les titres dans la presse en disant l'Europe a décidé. L'Europe n'a absolument rien décidé. Il y a une institution importante qui a le droit d'initiative exclusif législatif, qui a fait une proposition. Ensuite, le Parlement directement élu et le Conseil négocient. Comme Sarah l'a dit, ça marche en fait très bien. Notre système législatif est absolument invraisemblable, incroyable, je dois dire. Nous avons fait sous présidence roumaine, avec l'aide de tout le monde, en 100 jours, 90 décisions législatives qui sont passées avant que le Conseil, avant que le Parlement actuel cesse pour faire les élections. C'est assez remarquable. Nous avons beaucoup moins de gridlock, comme disent les Américains, que dans le système américain. Donc il faut en parler. Nous avons des faiblesses, nous avons beaucoup de difficultés, et j'y viendrai plus tard, mais fondamentalement, c'est un système qui fonctionne. Et moi, personnellement, je suis ravi de travailler comme fonctionnaire là-dedans. Je ferai une dernière remarque par rapport aux experts, aux technocrates, aux fonctionnaires. Regardez le Royaume-Uni et le Brexit. C'est quoi? C'est la preuve, c'est le problème, c'est le résultat d'un décalage croissant entre la haute fonction publique et les politiciens qui n'écoutent absolument plus ce qu'on leur dit, puisqu'ils vivent dans un autre monde. C'est ça la réalité des choses. Est-ce qu'on veut arriver à ça? Donc, il est clair que c'est les politiciens qui décident, mais sans administration qui fonctionne, sans technocrates, sans juristes, sans gens qui préparent les décisions, vous allez créer l'anarchie. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer au Royaume-Uni. Oui, on a un traité, je crois, et sur base de ce traité, on a un système qui est, je crois, assez performant. Parfois, on dit que les décisions ne sont pas prises assez vite, peut-être, mais je crois que, bon, dans les systèmes de dictature, évidemment, les décisions sont prises vite. Ici, il y en a quand même 28 États membres qui doivent se mettre d'accord, autant que ça dure quelques mois ou même quelques années de plus. Mais Jim, tu as parlé de faiblesse. Quelle est la principale faiblesse pour toi? En un mot, il y a une faiblesse. La faiblesse n'est pas dans le système démocratique. Elle n'est pas dans le système de codécision. Nous avons une faiblesse qui est une faiblesse plus exécutive, c'est-à-dire que nous n'avons pas de chaîne de commandement claire. Comme Antoine l'a dit, nous avons un président de la Commission, le président du Conseil européen, la présidence tournante, le président de la Banque centrale européenne, le président du Parlement européen. Ce qui est très bien, et on peut l'expliquer. Mais quand nous avons une crise, à ce moment-là, nous mettons beaucoup de temps à nous mettre d'accord. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne aux États-Unis à ce moment-là, quand il y a une vraie crise, c'est le président des États-Unis qui commence à gouverner. Nous n'avons pas ça. Ce que nous avons, c'est le Conseil européen dans des cas pareils. On l'a vu pendant la crise entre 2010 et 2016. Quand il y a une crise de ce type, et ce n'est pas non plus un gouvernement, mais c'est ce que je dirais, ce qui se rapproche le plus, je m'exprime de façon prudente, d'une forme collective de gouvernement au niveau européen. Mais ça met du temps, c'est un peu compliqué. Nous devons absolument, et notamment sur les relations extérieures, face à des géants comme les États-Unis, qui sont plus nos amis, beaucoup moins qu'auparavant, et la Chine, nous devons absolument renforcer notre puissance extérieure, notre capacité de réagir aux crises très rapidement. Nous ne pouvons pas que faire du législatif et que faire les valeurs. Moi, je suis pour les valeurs, mais vous ne fondez pas une politique étrangère efficace uniquement sur les valeurs. Nous appelons au multilatéralisme, c'est très bon, mais il faut aussi être capable d'agir. C'est ça notre faiblesse. Antoine, ton président ou notre président avait proposé, je crois que c'était dans un discours sur l'état de l'Union, le dernier, je crois, une fusion de 2 têtes de présidence. Est-ce que, bon, ce n'est pas prévu dans les traités, alors il faudrait probablement changer les traités. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est une bonne idée? Parce que ça revient souvent aussi dans nos dialogues citoyens. Les citoyens qui demandent, voilà, peut-être mettre plus... Pour prendre là où Jim l'a laissé, c'est-à-dire le fait qu'il y a un Conseil européen composé toujours de 28 chefs d'État ou de gouvernement qui doivent prendre des décisions stratégiques par consensus, donc en fait à l'unanimité. C'est compliqué. Si on appliquait le même système aux États-Unis, on aurait, grosso modo, si on rassemblait les gouverneurs des États, et bien sûr les États-Unis ne sont pas l'Europe, je ne suis pas en train de faire une comparaison, mais je dis si on prend les États-Unis, on aurait 50 gouverneurs qui décident toutes les décisions à l'unanimité. Donc le fait d'avoir une figure
qui puisse prendre des décisions plus rapidement et qui puisse représenter l'intérêt de l'Union sur la scène extérieure, de mon point de vue, aiderait. Alors maintenant, le président de la Commission, effectivement, Juncker, a fait une proposition qui est de fusionner le poste de président du Conseil européen, qui préside des réunions et qui a évidemment un rôle d'influence par rapport aux différents chefs d'État ou de gouvernement, avec le rôle du président de la Commission, qui, pour le traduire autrement, le président de la Commission est un peu le Premier ministre de l'Union, qui est, alors après on peut discuter si c'est un véritable exécutif ou pas, on est évidemment dans une organisation internationale hors norme et incomparable sur le reste du monde, mais il n'empêche que pour moi, le fait de fusionner les deux postes donne énormément de sens. Jim ne sera peut-être pas d'accord avec ça. Absolument. Voilà, mais je pense que ça donnera du sens. Oui. Mais le temps continue de tourner. Et il faut à un moment donné qu'on ait une vraie figure qui puisse représenter les intérêts de l'Union. Je le dis aussi par rapport aux Européens, par rapport aux gens en général. Les gens ne comprennent pas l'Union parce qu'ils ne voient pas non plus une figure qui puisse l'incarner. Moi, je voudrais avoir un président qui soit capable d'aller sur le terrain, qui est capable de rencontrer des gens, qui est capable de pouvoir dire, lorsqu'on a construit une autoroute, lorsqu'on a on a utilisé des fonds européens, dire qu'ils sont aussi les bâtisseurs de cette union. Et je voudrais avoir un président qui puisse représenter tout ça. Mais évidemment, il faut que ce soit fait sur base d'un résultat qui permette de fonctionner, et du côté du Parlement, et du côté du Conseil européen, et il faut créer une légitimité qui puisse fonctionner. Il y a plusieurs idées là-dessus, un président élu au suffrage universel, un président qui est issu d'une majorité parlementaire, mais en tout cas, moi, le fait de fusionner les deux postes donne sens, et c'est pas nécessairement une fédération au sens dont vous venez de le dire, Madame Lulling. C'est pas nécessairement une fédération. Ça pourrait fonctionner. On a quelqu'un aujourd'hui qui préside des réunions, qui s'appelle Monsieur Tusk, voilà, et un autre qui pourrait très bien présider aussi la réunion, qui s'appelle Monsieur Juncker. Donc le fait d'avoir les deux ne pose pas nécessairement un problème de mon point de vue. Voilà. Je m'arrête là parce que j'imagine qu'il y aura... Sarah, tu veux dire quelque chose là-dessus? Je dirais qu'il y a eu des discussions au Parlement là-dessus et il y a pas mal de gens qui soutiennent ça. Après, in fine, souvent, c'est la terminologie qui n'aide pas. Je sais qu'on n'a pas voulu appeler la haute représentante pour les affaires étrangères ministre des Affaires étrangères parce qu'il y avait certaines sensibilités, il y a eu des référendums, etc. Mais je veux dire, c'est un titre qui est assez difficile à comprendre à l'extérieur et si on l'appelait... ministre des Affaires étrangères, je sais que Jim pensera que ça en touchera beaucoup dans les capitales, mais ça permettrait d'aider. Je crois que ce qui aide aussi beaucoup, et ça c'est vraiment au fait, quand il y a des choses qui marchent, que ça soit pas que les capitales, les États membres, etc., les députés, etc., mais que ce soit aussi Bruxelles, et que ce soit pas que Bruxelles. Et sur certains, je dirais qu'en cas de crise, on resserre quand même les rangs, et on a quand même vu une grande unité. Enfin, c'est peut-être triste de dire qu'il faut une grande crise pour y arriver, mais où finalement, même s'il y avait plein de chapeaux, on voyait vraiment une unité au niveau de... Voilà, donc peut-être qu'il faut quelques crises un peu, pas existentielles, mais... Merci. Jim, pour changer un peu de sujet, on s'inquiète aussi au Luxembourg par rapport aussi au reste de l'Europe de la montée de nationalistes et d'extrémistes. On le voit dans certains pays plus que dans d'autres. Quel impact est-ce que ça aurait sur le système institutionnel ou décisionnel de l'Union européenne ? Oui, je répondrai un instant, mais je dois quand même dire un mot sur la fusion. Simplement. Je voulais éviter ça. Non, je sais. Vas-y. Ne t'inquiète pas, je serai très bref. C'est contre le système. Il faudrait changer le traité pour ça. Et il y a zéro chance. Donc, je ne voudrais pas trop en parler. Le problème est simplement que ça gommerait totalement ce que j'ai expliqué auparavant, la double légitimité et la légitimité des États. Si vous mélangez ça, vous créez un tout autre système. Je ne pense pas que pour répondre aux Chinois, aux Américains, il faille essayer d'imiter leur système. Ça ne marchera pas en Europe. Maintenant, venons à la question que tu as posée sur les extrémismes. Là, maintenant, en tant que fonctionnaire, effectivement, je suis très prudent. Nous avons un système démocratique, les gens votent pour qui ils veulent. Dans certaines limites, bien entendu. Et donc, il y a clairement, pas seulement au niveau européen, il y a au niveau mondial, il y a, pour des raisons diverses, problèmes d'identité, problèmes d'inégalité, je ne sais pas, il y a une certaine tendance, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent plus dans le système, dans la globalisation, y compris en Europe par rapport à l'Union européenne, et qui donc votent pour des extrêmes.
Personnellement, évidemment, je le regrette et ça m'inquiète, mais c'est la réalité, c'est la démocratie. Et je crois que la réponse à ça, c'est pas ce qu'on fait trop souvent, de diaboliser toutes ces personnes. Il faut adresser, il faut répondre sur le terrain par rapport aux dossiers et aux issues et essayer de les résoudre. Alors, il y a des gens qui sont extrémistes et qui vont jamais changer, mais il y a beaucoup de gens qui votent pour des extrémistes qui ont des soucis et qui aimeraient des réponses. Donc, je crois que c'est important. Ça aura évidemment un impact. Je laisse parler Sarah pour le Parlement européen, mais bien entendu, si vous avez les extrêmes qui se renforcent, il sera plus difficile d'avoir au centre une grande majorité. Au niveau de la Commission, puisque les membres de la Commission sont proposés sur base de la situation majoritaire dans chaque État membre, évidemment, ça va aussi changer la composition. Et au niveau du Conseil européen, bien entendu, si vous avez des gens de ce type qui sont élus, ils viendront au Conseil européen. Et bien entendu, ça va changer les choses. C'est la démocratie. Sarah, vas-y. C'est sûr que c'est un développement qu'on voit. Je dirais que personnellement, une des choses qui m'a plu au Parlement quand j'ai commencé ma carrière, et qui a finalement fait que j'ai fait la plus grande partie de ma carrière au Parlement, c'était le fait qu'on travaillait avec des gens où on n'est pas toujours d'accord. Et justement, on est obligé de trouver des majorités, etc. Traditionnellement, au Parlement européen, je dirais les groupes les plus extrémistes ou les plus anti-européens n'ont jamais été extrêmement actifs au niveau travail législatif. Enfin, ils votent en plénière, mais tout le travail qu'il y a derrière, d'élaboration des lois, etc., ils ont un quota de rapports, etc., mais justement, ils n'ont pas été actifs au jour le jour. Enfin, ça risque de changer. C'est sûr que au Parlement, on va avoir un Parlement européen qui sera très différent très différent dans le sens où il y aura beaucoup de gens aussi qui prennent leur retraite, au niveau des personnalités, parce qu'on a 751 députés, mais il y a des personnalités, pas besoin de... Et le fait que certaines personnes quittent le Parlement européen aussi change l'idée. Après, on va voir le résultat des élections. C'est sûr qu'il faudra voir en fonction. Il y a différentes... et si jamais les majorités changent, il faudra que les groupes politiques s'adaptent. Il y a certaines projections qui disent qu'il faudra plus que 2 grands groupes pour faire une majorité même simple. Voilà, ça évoluera aussi dans ce sens. Après, ce qui est intéressant, c'est que par exemple aussi suite au Brexit, on a vu des majorités très larges des groupes finalement pro-européens. Donc je crois que on s'adaptera. Moi, je prendrais le problème à l'envers, en fait. C'est-à-dire qu'on a effectivement une montée de forces populistes, nationalistes, et il faut se poser la question pourquoi. Et évidemment, on ne remet pas en cause, tant qu'on est dans de la démocratie et que les forces sont élues, on peut difficilement remettre en cause la légitimité de ces forces-là. On a en Italie un gouvernement composé avec l'extrême droite. Voilà. Il faut travailler avec ces gens-là. On a en Hongrie un Premier ministre qui a certaines visions de l'Europe que moi je ne partage pas personnellement et que je ne pense pas nécessairement le président et cette commission partagent nécessairement, mais voilà, il faut travailler avec ces gens-là. La question qui se pose pour moi, c'est plutôt de se dire comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que ceux qu'on considère comme n'étant pas compatibles avec le projet européen n'arrivent pas au pouvoir. Ça, c'est pour moi la vraie question. Et donc, il faut à un moment donné travailler sur un projet. C'est un peu injuste, évidemment, parce que moi, je travaille depuis 5 ans à la Commission européenne, on a fait plein de propositions. C'est vrai qu'il y a probablement une responsabilité aussi des médias, de ne pas nécessairement relier, de s'y intéresser. C'est très, d'ailleurs, différent d'un pays à l'autre. Si je prends la France, ce qu'on fait à Bruxelles, le fameux Bruxelles, c'est souvent, si on en parle, c'est très négatif. C'est très rarement positif. Alors qu'il y a plein de choses positives. Je pourrais vous faire une liste de choses positives qu'on a faites au cours des 5 dernières années. Je ne vais pas m'étendre là-dessus maintenant, mais vous pouvez me poser des questions si vous voulez après. Mais moi, je pense qu'il faut présenter à l'avenir une véritable vision, un vrai projet qui n'est pas celui, évidemment, des populistes, parce que moi, je ne partage pas personnellement leur projet, parce que je ne pense vraiment pas que dans un monde globalisé, on vient d'en parler, avec d'un côté des États-Unis qui ne sont plus nécessairement toujours l'allié traditionnel qu'on avait, et de l'autre côté une Chine qui ne respecte pas toujours les règles du jeu sur le plan commercial, qu'on va s'en sortir si on est divisé. Et les nationalistes, c'est exactement la division. C'est ça qu'ils prônent. Et on a vu ce que les divisions peuvent amener si on pousse les divisions à l'extrême.
On a vu ça au siècle passé. On n'a pas envie de retourner là-dedans. Donc, pour moi, l'avenir et mon combat à moi personnel, c'est clairement de ne pas laisser des forces politiques qui ne respectent pas nos valeurs, qui ne respectent pas d'ailleurs les valeurs qui sont ancrées dans le traité de base, qui forment notre union. Et je n'accepterai pas qu'on détricote ça. Maintenant, on peut discuter évidemment avec ces forces-là. On est obligé de discuter avec ces forces-là. Mais pour moi, il faut remplacer ces forces populistes par des forces pro-européennes sur le plan national, de façon à ce qu'on a un Conseil européen, où Jim se trouve, qui puisse prendre les bonnes décisions. Voilà. Tu veux dire quelque chose là-dessus, Jim? Je voudrais juste dire une chose aussi, pour préciser. Le Conseil européen, lui non plus, ne prend pas formellement des décisions. Mais bon, il fixe les orientations et il demande aux autres de faire. Donc, il y a... mais techniquement, formellement, il prend rarement des décisions. Non, je suis largement d'accord avec ce qu'Antoine a dit. Je crois que c'est un phénomène mondial, c'est un phénomène, le Brexit, Trump et tout ça, c'est un peu la même chose, le même genre de réaction, d'insatisfaction, les gilets jaunes en France, etc. Enfin, nous avons un vrai problème, je crois, de ce point de vue-là, et je crois que c'est aux démocraties de se réinventer. Nous n'avons peut-être pas réussi à adapter notre système démocratique à la vitesse des informations, aux social networks et tout ça. Je crois que c'est un vrai challenge, c'est un vrai défi pour tout le monde. Et pour l'Europe, bien entendu, puisque c'est une construction encore un peu différente de ce qu'on connaît normalement, le challenge est encore plus grand. Mais je crois que ça ne sert à rien de diaboliser, ça ne sert à rien de gémir et de geindre et de se plaindre tout le temps. Je pense que l'Union en tant que telle a plus de résilience que ce que croient les gens. On l'a vu dans les crises, on a eu des crises extrêmement graves ces derniers temps, et on a vu que entre les institutions, par exemple, la façon dont les institutions ont ensemble géré le Brexit jusqu'ici a été remarquable. Avec l'aide des États membres, le Conseil européen, bien entendu, qui a joué un très grand rôle, on a finalement resserré les rangs et on a montré qu'on pouvait gérer les choses, par exemple sur l'euro, sur l'union économique et monétaire. Et paradoxe, les gens parlent parfois de la méthode intergouvernementale. C'est vrai qu'on a dû, parce qu'on n'a pas toujours les compétences négatives, faire ces choses-là, mais via la méthode intergouvernementale, on a renforcé le rôle de la Commission en tant que surveillant des disciplines budgétaires dans les différents États membres. Donc je trouve que le système a une résilience, donc je ne suis pas pessimiste en réalité. Il y a des responsabilités partagées entre évidemment les États membres et les institutions. Il y a d'un côté la substance, de l'autre côté aussi la communication, et les problèmes de communiquer sur l'Europe. Je crois qu'on parle de ça souvent. Peut-être Sarah, tu peux nous dire de ton point de vue quelle était la plus grande réussite dans les décisions qui ont été prises sur cette législature, décision qui a vraiment un impact pour les citoyens? Quels dossiers qui t'a frappé sont importants pour la vie directe des citoyens? Un dossier, c'est difficile. Il y en a beaucoup, je sais, voilà. Mais peut-être sur lesquels tu as travaillé. Moi, mon équipe, on travaille un peu sur tout, mais enfin... Alors tu as un grand choix. Voilà, j'ai un grand choix. Après, je crois que dans tout ce qui est digital, il y a eu pas mal de mesures qui ont été prises. Il y a aussi des réformes qui étaient difficiles, comme le copyright, donc où voilà, il y a eu des grands débats, mais finalement, on arrivait à un texte, le détachement des travailleurs, qui peut-être touche pas tout le monde directement, mais qui a quand même un effet très important sur le marché du travail. Donc voilà, et après, le paquet climat, la mise en œuvre des objectifs plus ambitieux pour 2030. Donc je veux dire, sur pas mal de domaines, il y a eu des grands... Et ça, c'est pour n'en donner que quelques-uns. Plastics aussi, oui, voilà. Oui, je crois qu'il y a beaucoup de... Voilà, donc je veux dire, c'est très large. C'est pour ça que c'est difficile pour moi de parler d'une mesure. Jim, quel était le dossier le plus difficile du point de vue du Conseil? Peut-être la migration, de migration. Il y a eu deux dossiers extrêmement difficiles où je parlerai presque de crise existentielle. La première, c'était la subprime crisis et la crise de la dette souveraine. Je dirais un mot là-dessus. Et la deuxième, c'était la migration, qui politiquement était encore plus délicate parce que ça touchait au sentiment d'identité, ça touchait à beaucoup de choses. Et ça a d'ailleurs eu un impact terrible. Nous avons parlé de la montée des droites, des extrêmes droites dans nos pays.
c'est en partie, bien entendu, lié à la migration. Un moment très fort, il y en a eu tellement que j'ai eu dans ma carrière, je dois dire, dans la législation, et Antoine pourrait vous raconter plein de choses, il y a quand même les travailleurs détachés. C'est un miracle qu'on ait trouvé un accord. C'est le genre de dossier où vous avez deux camps et les deux sont diamétralement opposés et en réalité, les deux ont raison. Les Luxembourgeois, les Français ont raison en disant si les Polonais peuvent venir s'installer de façon permanente à partir de Varsovie et construire ici sans respecter les règles, je simplifie, on détricote notre système social. Mais les Polonais et les Bulgares peuvent dire nous avons entendu, nous avons fait l'acquis, nous avons tout adopté, nous avons maintenant un avantage comparatif et vous nous l'enlevez. Les deux ont raison d'une certaine façon. Et on a trouvé un compromis. L'Europe sait faire des compromis et je trouve que c'est extraordinaire. Un moment très fort, juste un mot, c'était en mai 2010 où nous avions une réunion, un dîner des chefs d'État et de gouvernement dans la crise que certains appellent crise de l'euro, mais c'était un peu autre chose. Mais l'euro aurait pu capoter avec ça. Le vendredi soir, les chefs d'État et de gouvernement sont réunis et ils parlaient de mettre à disposition de ces pays 60 milliards. Ensuite, ils ont donné instruction au ministre des Finances de se réunir le dimanche, c'était entre le 8 et le 10 mai, je crois. Et le 10 mai, à 1h du matin ou 2h du matin, il fallait absolument un accord avant que les bourses en Asie ouvrent. On était arrivé à mettre en place un système à hauteur de 750 milliards en un week-end. Donc on peut quand on veut. On ne doit pas toujours changer le traité pour faire des choses. Et d'ailleurs, c'était il y a 9 ans, jour pour jour. Exactement. Moi, j'étais dans la salle quand on a pris cet accord, parce que je travaillais à l'époque pour un certain ministre des Finances et un président de l'Eurogroupe, et je confirme ce que tu dis. C'était assez exceptionnel d'être arrivé à pouvoir prendre cette décision-là. Après, on a encore eu beaucoup de crises qui ont suivi. Mais c'est vrai qu'on présente souvent les choses par le côté négatif. C'est ce que je disais là tout à l'heure, par les crises. Mais on pourrait aussi regarder un peu les choses positives. Et c'était un peu ta question, Yuriko. Moi, si je devais retenir l'une ou l'autre chose, c'est qu'on a une union aujourd'hui qui a un taux d'emploi le plus important jamais atteint. Et un taux de chômage le plus bas. C'est évidemment différent d'un pays à l'autre et on peut en discuter. Enfin, ça, c'est déjà quelque chose qu'on n'entend pas toujours, tous les jours, et pourtant, c'est le cas. Ceci dit, il y a évidemment, comme je l'ai dit là tout à l'heure, un mécontentement qui fait que des populismes montent. Donc, c'est un peu un problème, il y a un vrai problème de perception aussi. Alors, est-ce que les médias sont responsables? Est-ce que les réseaux sociaux et la désinformation qui circulent sont responsables? Sans doute, en partie. Est-ce que les institutions sont responsables? Est-ce que les chefs d'État et de gouvernement, leurs ministres, leur gouvernement et leurs politiques sont responsables? Probablement, c'est collectif, évidemment, cette responsabilité-là. Mais il y a quand même des choses positives. On a fait un pilier des droits sociaux. On a relancé l'investissement. Plus de 700 000, le plan qu'on appelle Juncker, oui, le plan d'investissement, qui a relancé l'investissement en Europe et qui a permis notamment à 700 000 PME de bénéficier d'un soutien financier. On n'a plus de roaming en Europe, par exemple. Ça, c'est aussi quelque chose quand même d'important. Quand on voyage, alors je sais que tout le monde n'a pas la chance de voyager, mais enfin quand même, quand on voyage, on n'a plus à devoir payer des frais d'itinérance. Les arrivées migratoires, probablement, la distinguent un peu de la crise économique et financière. Là, on avait une crise sociale qui est toujours latente, qui est forte. On a maintenant les conséquences de ça, mais la crise migratoire, là, touche, pour certains en tout cas, vraiment à l'identité même si les chiffres, encore une fois, ne sont pas les chiffres actuels. On a réduit de plus de 90% les arrivées migratoires en Europe. 90%, c'est quand même, voilà. Alors après, on peut discuter de la façon dont on l'a fait ou la façon dont on n'a pas. Il n'empêche que, voilà, ça c'est le résultat aujourd'hui. Et j'en termine peut-être par un point. Maintenant, je pense que la suite en termes de migration, parce que ça c'est quand même un des sujets qui, on voit bien au cours de cette campagne, et surtout qui préoccupe beaucoup les Européens. Tous les sondages montrent que les gens sont très sensibles à la question migratoire. Je pense qu'à l'avenir, il faudra réfléchir. Le système de quotas obligatoires, c'est quelque chose qu'on a essayé de faire. Ça n'a pas permis pour l'instant de fonctionner. Il faut peut-être revoir ça. Il ne faut peut-être pas seulement parler de frontières extérieures aussi. Il faut aussi peut-être parler de l'intégration dans ces pays. Mais là, l'intégration, ça touche aux politiques nationales. Ce n'est pas que les politiques européennes. Il ne faut pas oublier que les compétences nationales sont très fortes. Donc peut-être qu'il faut réfléchir à des systèmes d'intégration, des parcours d'intégration progressifs pour que quand des migrants arrivent... Voilà, ce sont des questions très, très, très sensibles, mais pour lesquelles il faut à un moment donné avoir aussi une discussion
et ne pas l'éluder, ne pas l'écarter. Mais je pense que ça, c'est pour le prochaine commission et prochaine mandature. Juste pour rajouter deux choses, donc je suis entièrement d'accord, mais s'il y a un domaine où finalement on n'a pas fait énormément de progrès au niveau législatif, c'est tout ce qui est migration. Et là, il faudra réfléchir un peu, où il y a eu justement déjà des blocages très forts au sein du Conseil, ce qui fait que le processus législatif n'a pas vraiment commencé. Et là, il faut, enfin, thinking out of the box, il faudra un peu réfléchir à comment gérer. Et pour prendre un exemple du législatif, c'est compliqué, mais ça peut aussi aller vite. Par exemple, le FC, donc le plan Juncker 1, on a mis 6 mois de la proposition de la Commission au texte législatif au journal officiel pour passer ce texte. Donc, je veux dire, quand il y a aussi une volonté politique d'aller vite, ça va vite. Et une des difficultés et une des complications supplémentaires du système européen, c'est qu'on est multilingue. On travaille en plus de 20 langues. Je veux dire, ce qui, au niveau des délais, etc., ce qui est important justement pour mettre à égal tous les députés, pour que les citoyens puissent avoir accès à plusieurs langues. Mais 6 mois, c'est très, très rapide. Jim, tu étais à Sibiu. Peut-être tu peux dire 2 mots sur la discussion à Sibiu en matière de migration? Oui. La discussion de Sibiu était une discussion générale sur l'agenda stratégique qu'on veut adopter en juin. Donc c'était une discussion générale, mais bien entendu, la migration a été mentionnée. Je voudrais dire 2 mots sur la migration, parce que ça a été une crise vraiment terrible. Et aujourd'hui, il n'y a plus de crise. Alors quand on dit ça, les gens nous disent « mais vous racontez n'importe quoi ». Non, il n'y a plus la crise comme elle était en 2015. Mais le problème de la migration sera avec nous pendant les prochaines 50 années au moins. Donc, je crois que c'est comme ça que je présenterai les choses. Ce qui s'est passé en 2015 est que, très honnêtement, nous avons perdu le contrôle de nos frontières extérieures. Il y a eu, en un an, 1,800 000 entrées illégales, sans documentation, sans rien. Aucun système ne peut surveiller à ça. La question des quotas, c'était un peu malheureux. L'idée en soi est une belle idée. Et je trouve tout à fait louable que la Commission ait pensé à ce genre de système en disant « nous avons un énorme problème, il faut le résoudre, chacun participe ». C'était une mauvaise idée politique qui a eu un impact très négatif. D'ailleurs, ce n'était pas que la Commission, il y a un certain nombre d'États membres qui ont poussé derrière. Et d'ailleurs, en septembre, sous présidence luxembourgeoise, on a voté sur les quotas migratoires. Il y a 2 raisons pour lesquelles c'était honnêtement, et je le dis, une mauvaise idée. La première chose, c'est que ça a profondément divisé l'Europe. Alors, on peut dire, on n'aime pas ce que fait Orban, peut-être, les Polonais, les Tchèques, etc. Mais nous devons toujours faire attention dans cette union, que tout d'un coup, on donne l'impression qu'on impose à une partie de l'Europe des choses dont ils ne veulent pas. Ça coupe le truc. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la raison pour laquelle on est très proche, en fait, d'un accord sur le paquet asile, c'est pour des raisons politiques que ça n'a pas marché avant les élections. Pourquoi? Parce que tout le monde fait le débat de la dernière fois. Ensuite, Mme Merkel avait fait sa déclaration très généreuse. On a vu ce que les conséquences politiques qu'il y a eu en Allemagne aussi. C'est une question. La deuxième raison pour laquelle c'était pas le bon bout, mais on était dans une crise, donc je ne veux pas jeter la pierre à quiconque. C'est simplement que face à un afflux de 1,8 million, les gens se disaient on a perdu le contrôle. Et la réponse qu'on leur dit est qu'on va distribuer 100 000, 200 000 personnes. Et les chiffres étaient beaucoup plus bas que ça. En d'autres termes, on donnait l'impression qu'on allait résoudre le problème avec ça. Or, pour beaucoup d'États membres, même les Pays-Bas, même les Suédois, qui sont ceux qui prennent le plus de gens trucs, ils ont dit, si moi j'ai pas une garantie sur le niveau supérieur des gens qui rentrent, à un moment, je stoppe, je ne peux plus. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est les Suédois qui ont commencé à recontrôler leurs frontières avec le Danemark, ce qui ne s'était pas fait depuis 50 ans. Et de fil en aiguille, on est arrivé jusqu'au sud. Je dis simplement, c'est une question extrêmement délicate. Et parce que politiquement, ça a créé beaucoup de problèmes à l'époque, j'ai parfois l'impression qu'aujourd'hui encore, on fait la bataille de 2015. La réalité, comme Antoine et Sarah l'ont dit, c'est qu'on a fait énormément de choses sur la migration. On a réussi à faire baisser les flux de 90%. Aujourd'hui, on est à un niveau extrêmement bas. On a commencé à travailler beaucoup plus avec les pays tiers, les pays d'origine et de transit. On a fait un deal difficile qu'on peut critiquer, mais c'est de la réelle politique avec la Turquie qui marche.
On a commencé à faire beaucoup de choses. Seulement maintenant, tout le paquet asile est bloqué parce que là-dedans, dans la proposition, il y a toujours cette idée que, en dernier recours, s'il y a un afflux énorme, il y aura une répartition obligatoire. Et ça passe pas. Et donc, je crois, mais je suis persuadé que ce dossier et ce truc, on va le régler dans les 2 ans à venir. J'en suis persuadé. Parce qu'en fait, sur 5 des 7 propositions dans ce paquet, il y a déjà un accord. Alors, il reste ce problème particulier. Donc, dire qu'il n'y a aucun accord sur la migration est complètement faux. Voilà, je crois que nous, on pourrait continuer comme ça, mais j'aimerais bien ouvrir aussi à vos questions, profiter de la présence d'experts aujourd'hui. Ici, je donne d'abord la parole ici. Bonsoir. Je suis un des millions de pions européens. Et je pense que nous, Européens, si on est pions ou même si on est dirigeant, on doit arriver à un consensus européen. Sans consensus, une démocratie de 500 millions ne fonctionnera pas. Ça, c'était juste pour tout le monde. Ma question est, à quel point la jurisprudence, la Cour européenne de justice, influence d'elle le fonctionnement de l'Union européenne? Vous n'étiez pas à notre conférence sur justement les pouvoirs de la Cour de justice européenne. Est-ce que je passe le micro à ton père ou à toi? On peut poser la question à un ancien juge qui a siégé là-bas, mais la jurisprudence de la Cour de justice a un rôle majeur depuis le départ et la création de l'Union. D'ailleurs, beaucoup de choses qui ont été faites au cours des années 60-70 en termes de marché intérieur et d'intégration sont dues à des arrêts de la Cour de justice. Je ne vais pas les citer tous parce que là, je vais vous endormir, mais et on serait dans un cours de droit. Je le sais très bien, mais est-ce que ça c'est la façon démocratique de procéder? Ah, mais ça fait partie de la démocratie d'avoir une juridiction qui puisse rendre des jugements, voilà. Mais la démocratie n'est pas que ça, et l'Europe ne fonctionne pas que sur l'influence de la Cour de justice, heureusement. Je voudrais dire une chose. Vous faites allusion à ce qu'on appelle le gouvernement des juges. Nous n'avons pas dans notre système un gouvernement des juges. Nous avons une Cour de justice qui est constituée, comme toutes les institutions d'ailleurs, par des transferts de compétences volontairement consentis par les États membres au sein d'une conférence intergouvernementale. Et ça s'appelle le traité. La Cour de justice, dans ce contexte, est un organe extrêmement important qui, il est vrai, a parfois interprété le droit, mais elle est là pour ça, et qui a eu une influence absolument fondamentale. Nous sommes une communauté de droit. C'est une des grandes forces de l'Union européenne. Sinon, nous sommes une confédération d'États, nous sommes un empire, ce que vous voulez. J'ai récemment eu, juste un mot là-dessus, je reçois beaucoup de délégations extérieures, j'ai récemment eu une délégation d'ambassadeurs de l'ASEAN, de l'Asie du Sud-Est, et on a discuté de tout, ils ont dit comment vous faites ça, etc. Donc je leur ai expliqué le système. Et à un moment, ils ont dit, est-ce que vous pensez que nous pourrions faire quelque chose comme vous? J'ai dit, bien entendu, mais je peux vous poser une question. Est-ce que vous seriez d'accord, dans les domaines où vous acceptez de travailler ensemble, de créer une Cour de justice indépendante qui dit le droit? Ils disent jamais. Et j'ai dit, alors vous pouvez faire beaucoup de choses, mais pas la même chose que nous. Yep. D'abord une femme, même si c'est une candidate. Merci. Merci beaucoup. Sylvie Michel. Madame Blau, vous nous avez cité comme accomplissement extraordinaire l'article 13, qui a été voté avec une majorité de 5 voix, alors qu'il semble qu'il y a 10 députés qui se sont trompés lors du vote et qui auraient voulu voter contre. Au Conseil, le Luxembourg s'est exprimé contre cette directive. Au Parlement européen, les 6 députés se sont exprimés contre. Le gouvernement luxembourgeois, il est contre et va devoir néanmoins ratifier maintenant cette directive dont la population ne voudra pas.
Vous êtes fiers que, vous semblez tous les trois être fiers que presque 90 votes ont été pris en 6 mois. En regardant de près, je ne suis pas sûre qu'il y a vraiment de quoi être fier et j'ai une question à Monsieur Claus. Ne faudrait-il pas prendre plus de recul et dans des domaines tellement contradictoires, se donner plus de temps d'analyser davantage les pour et les contre? Alors, oui. Donc, je veux dire, ce que je parlais, c'était la recherche du consensus. Et justement, dans le consensus, enfin, je veux dire, et le consensus, justement, on a des mécanismes pour rechercher ce consensus qui est fait qu'on n'a pas l'unanimité, on a la majorité qualifiée, et on voit très bien que c'est dans des domaines comme ça où justement, c'est plus facile d'avancer. Ce que je veux dire, c'est que sur un dossier tellement difficile comme celui-là, voilà, on peut être d'accord ou pas d'accord avec le résultat. Mais il y a tout un travail qui s'est fait aussi bien au sein du Parlement, au sein du Conseil, pour élaborer des positions de négociation. Et les deux institutions ont réussi à se mettre d'accord. Après, voilà, on peut ne pas toujours être d'accord avec le résultat, mais c'est le résultat. Et je veux dire, je parle en tant que fonctionnaire du Parlement au niveau neutre de ce qu'on a fait. Voilà. Oui, c'est une question intéressante et difficile. Je dirais d'abord que nous avons évidemment dans les traités de nouveau qui ont été ratifiés par tous les États membres, nous avons la possibilité dans la procédure de codécision d'un vote à la majorité qualifiée. C'est ce qui permet de trouver des solutions. Le système tel qu'il fonctionne à Bruxelles n'est pas une machine à minoriser les États membres, je dois le dire. Dans la plupart des cas, nous réussissons en fait à faire du consensus. Mais il y a la possibilité de voter, parce que si vous n'avez pas la possibilité de voter, ça existe dans certains domaines, la fiscalité, où les luxembourgeois ne sont peut-être pas les plus européens, les plus avancés, ou les plus convaincus, c'est l'unanimité. Mais sinon, vous avez un système, vous, de temps à autre, vous perdez. Moi, je vous dirais, moi, en tant que citoyen luxembourgeois, je pars de l'idée que le Luxembourg a une position qu'il n'a jamais eue dans l'histoire grâce à l'Union européenne. Est-ce qu'on est toujours content? Est-ce qu'on gagne toujours? Non. Même le Luxembourg ne gagne pas toujours. De temps à autre, il perd. Je peux vous rassurer sur une chose. Ceux qui perdent beaucoup plus de votes que les Luxembourgeois, c'est les Allemands. Alors, si les Allemands acceptent, je ne vois pas comment les Luxembourgeois n'accepteraient pas. Et par ailleurs, on peut continuer à se battre dans les élections au Parlement européen. Il y a des débats démocratiques pour tout ça. Évidemment, on peut se battre sur ça. Mais il faut accepter le système. Parce que si vous dites, là, c'est quelque chose où nous, Luxembourgeois, on est contre, donc tout va s'arrêter et on va rien faire, les autres vont le faire. Les Hongrois, La directive est en fait fixe les objectifs et le cadre. Elle laisse une marge de manœuvre dans la transposition nationale. Alors, ce qui se passe très souvent, c'est que les États membres font du gold plating, c'est-à-dire ils vont encore plus loin que ce qui est demandé, d'autres un peu moins. Donc, il y a une marge de manœuvre. La directive est un outil extrêmement intéressant et qui a été historiquement parlant très innovateur. Merci beaucoup. Je suis un peu gêné de ne pas prendre la parole. Un Cazel, deux Cazel, c'est beaucoup à la fois. Hein. Voilà. Je répondrai peut-être à monsieur d'abord, si vous me permettez, avant d'arriver à l'essentiel. Cher ami, s'il n'y avait pas de Cour de justice, chacun ferait ce qu'il voulait. L'unicité d'interprétation de la même règle de droit de Pologne jusqu'au Portugal est une richesse improbable, je dirais. Ça n'existe nulle part ailleurs. Ça n'existe pas. Oui, voilà. C'est pour ça que les Britanniques veulent s'en échapper. Voilà. C'est une des raisons pour lesquelles. C'est la force de la Cour de justice. Mais je ne suis pas là pour parler de la Cour de justice, c'est pour parler d'un paradoxe. Le paradoxe, c'est cette réunion. Un double paradoxe. D'abord, nous poser, après 50, 60, 70 ans, nous, collectivement, nous posons la question, qui décide à Bruxelles? Qui décide en Europe? C'est quand même paradoxal. Nous devrions avoir honte de devoir poser une telle question. Restons modestes. Et c'est mais si, cher ami, comment peut-on se poser la question? Est-ce qu'aux États-Unis, on se pose la question qui décide aux États-Unis ou qui décide en Chine? Mais madame, tu ne comprenais pas ma question. Qui décide, ça veut dire que le mécanisme institutionnel n'est pas compris par les populations. Et donc, on en revient maintenant, on en vient au débat. Donc, il faut...
peut-être après. Voilà. Il faut donc que progressivement, on en arrive à une perception claire de l'opinion publique. Je me rappelle la Troïka. Qui se rappelle encore de la Troïka? On était 3, présidence en exercice, présidence précédente, présidence successive, présidence... Ça marchait. Puis finalement, on a trouvé le représentant personnel, le représentant, madame, que nous savons aux relations extérieures. C'est une mutation profonde, en fait, et ça marche. Et donc, il faut d'abord ne pas dire au départ, ceci ne peut pas marcher, ça a toujours marché comme ça. Non, la Troïka a vécu. Moi, j'ai fait beaucoup de Troïka, et je m'en félicite qu'aujourd'hui, que ce soit une personne qui participe aux discussions à l'Iran, etc. Je trouve que l'Europe a gagné. Donc, premier paradoxe, pouvoir, après 50, 60, 70 ans d'Europe, toujours se pose la question, mais qui décide? Il y a quand même quelque chose de paradoxal. Mais ce qui est paradoxal aussi, c'est que ce débat a lieu aujourd'hui. Car nous revenons de Sibiu. Et qu'est-ce que j'ai vu ce matin en ouvrant le Vort? Bon, je ne vais pas regarder le Tageblatt. Bon, je le consulte quand même de temps en temps aussi. Donc rassurez-vous, c'est de qualité d'ailleurs. Qu'est-ce que je vois dans le Vort aujourd'hui? Les chefs d'État et du gouvernement reprennent le pouvoir par rapport au Parlement dans l'affaire de l'élection européenne. Les Spitzenkandidaten c'en est terminé. Hein. Donc, on voit qu'il y a donc effectivement toujours un débat qui décide à Bruxelles. Donc le débat, donc c'est le deuxième paradoxe, est d'une grande actualité. Vous avez bien fait de nous... pardon? Oui. On va acheter un nouveau. Hein, on va essayer de faire une collecte pour un micro. Donc c'est quand même paradoxal. Un, la question qu'on se pose. Et deuxième jour, la question d'actualité, puisque le débat n'est toujours pas résolu. Alors je mettrai quand même un troisième élément dans le débat, mis à part la Cour de justice, qui participe indirectement au mécanisme décisionnel, puisqu'il donne force de loi à ceux qui n'obtempèrent pas, qui n'appliquent pas le droit communautaire, c'est de parler des lobbyistes. C'est quelque chose quand même qui parfois émeut énormément les gens. Et d'ailleurs, en télévision française, Ferretta, maintenant on parle de Monsanto et des listes et des choses. Peut-être que Eurico Bacchus est aussi mentionné cette fameuse liste qui circule pour le moment. Donc, est-ce que quelqu'un pourrait, peut-être Antoine, bien placé, hein, est-ce que tu as souvent des sollicitations? Est-ce que le cabinet du président, le cabinet des commissaires sont sollicités très souvent par les industriels qui viennent quémander, etc., et espérer des législations qui soient conformes à leurs intérêts? Merci. Alors, il suffit vraiment de laisser le micro près de la bouche, comme ça tout le monde comprend. Merci. Alors sur les lobbyistes, c'était la question principale. Alors là, je peux en parler avec beaucoup de décontraction. Parce que tout ce que j'ai eu comme contact avec des lobbyistes, et j'en ai pas eu finalement beaucoup, pour répondre vraiment, parce que j'ai pas été tellement sollicité par des lobbyistes. Enfin voilà, il se fait qu'il y a des organisations qui viennent nous rencontrer pour défendre leurs intérêts, comme je reçois aussi des ONG qui viennent défendre leurs intérêts, mais tout ce que je fais, tout ce qu'un commissaire fait, donc un représentant de la commission fait, est repris dans un registre que la commission Juncker a mis en place, un registre de transparence. Donc vous pouvez consulter ce registre en ligne, et vous allez voir tous les contacts que j'ai eus depuis 5 ans, ils sont répertoriés et on peut les voir. Donc ce registre de la transparence a permis justement d'éviter ce type de spéculation qu'il y a des lobbies qui interviennent et qui prennent des décisions à la place. Voilà. Nous espérons à la Commission que le Conseil va faire la même chose. Jim pourra répondre, mais pour l'instant, les États membres se sont refusés à le faire. Et on espère aussi, le Parlement... Voilà, il y a un registre. Enfin, c'est pas tout à fait la même chose. Si, c'est la même chose. Bon, ok, tu vas répondre pour le Parlement. Mais on espère aussi que les États membres feront la même chose. Parce que dans les États membres aussi, les lobbyistes font beaucoup de... Voilà. Pour le reste, qui décide vraiment en Europe, ça c'est effectivement la grande question. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question, pourquoi aujourd'hui la perception est tellement complexe? Et pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à obtenir plus de clarté? Mais ça, comme je crois que la conférence le montre, c'est pas évident, c'est un système compliqué, le système européen est un système compliqué, et c'est pour cette raison aussi que moi, comme le président l'avait proposé, le président Juncker l'avait proposé, une figure qui puisse représenter ça serait plus simple. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser une chose, Jim, simplement sur la représentation. J'ai la chance de préparer les sommets du G20. Donc je vais, avec d'autres représentants des chefs d'État et de gouvernement qui siègent une fois par an, donc dans un des pays du G20, on prépare 3 ou 4 fois, il y a 3 ou 4 réunions. Donc je suis avec tous mes collègues et je représente l'Union. Mais une fois qu'on arrive au sommet, autour de la table du G20, on a la Russie qui est représentée par M. Poutine, on a l'Amérique, les États-Unis qui sont représentés par M. Trump,
Et on a du côté européen 2 présidents, déjà. Président Tusk, président Juncker. Par ailleurs, autour de la table, il y a l'Allemagne, l'Espagne, le Royaume-Uni, la France et l'Italie. Et il y a même les Pays-Bas qui sont invités pour le moment à participer. Donc il faut s'imaginer d'avoir un président des États-Unis qui regarde l'autre côté de la table et qui voit autant d'Européens. Déjà, il se dit, à la table du G20, ça fait beaucoup. Donc si on pouvait avoir une figure de proue déjà au niveau européen et qu'on pourrait réduire de 2 présidents à 1 président pour l'Union européenne, je pense que ça serait déjà un peu plus facile à gérer. Surtout que le Sherpa peut le faire. Donc, Juste un point sur le registre de la transparence. C'est sûr qu'il y a eu une proposition faite par Timmermans pour affirmer ce qui était là. Il y a un registre qui existe entre le Parlement et la Commission qui veut que tous les lobbyistes s'enregistrent. Et par exemple, pour accéder au Parlement européen et recevoir des badges, il faut être membre, il faut s'enregistrer. Justement. Mais l'idée, c'était justement d'aller plus loin et d'élargir au Conseil. Juste rajouter quelque chose qui décide à Bruxelles. Je crois que c'est aussi lié au fait que le fonctionnement est différent d'un fonctionnement national. Par exemple, au Parlement européen, quand je parle à des députés qui étaient parlementaires nationaux, une des premières choses qu'ils me disent, surtout quand ils viennent, par exemple, qui venaient du Royaume-Uni, etc., enfin, il y en aura toujours, mais c'est l'énorme liberté qu'ils ont pour définir des positions, alors que dans beaucoup de parlements nationaux, où on fait partie, enfin, je vais faire du noir et blanc, c'est plus complexe que ça, je sais, mais c'est quand même, selon qu'on soit dans l'opposition ou dans la majorité, le rôle changera énormément et les marges de manœuvre sont différentes. Alors que d'une certaine façon, il y a clairement certaines majorités au Parlement européen, mais sur chaque dossier, il y a des positions qui se font, des positionnements qui se font, des majorités qui se font, et ce qui fait que finalement, on peut venir d'un petit groupe, d'un petit État membre, et avoir énormément de pouvoir parce qu'on est bosseur et qu'on connaît son dossier. Donc je veux dire la même chose au Conseil, où d'une certaine façon, les majorités se font dossier sur dossier. Il y a certains patterns, enfin, on sait plus ou moins certains pays qui ont tendance à travailler plus ensemble que d'autres, mais la majorité n'existe pas. Alors que dans un système national, on a le gouvernement, on a l'opposition, c'est beaucoup plus clair. Donc je crois que ça, c'est aussi une des complications qui donne beaucoup de liberté et de complications à ceux qui sont là, mais qui est difficile au niveau de la lisibilité du processus européen. Oui, c'est des questions importantes. Je pourrais te parler très longuement, mais je vais essayer d'être court et de ne pas trop provoquer sur cette question. D'abord, je dirais que les débats sur le pouvoir à l'intérieur d'un système, ça fait partie de la démocratie. Vous avez ça aux États-Unis, vous avez constamment un combat entre le Congrès et le président, entre le Sénat et le truc. C'est tout à fait normal. Donc, je suis pas tellement choqué qu'on pose ce genre de questions. Deuxièmement, la question du Spitzenkandidaten, je dirais tout de suite que personnellement, je pense pas que ce soit une bonne idée, mais je vais pas trop élaborer. Je dirais simplement, pour expliquer en un mot, pour la désignation du président de la Commission, le traité dit quoi? Le traité dit que c'est le Conseil européen qui tient compte d'un certain nombre de facteurs, doit proposer un candidat. Ce candidat doit obtenir la majorité qualifiée au Parlement européen. Ça, c'est le traité. Alors, il y a un ajout dans cette phrase du traité que le Parlement avait obtenu il y a un certain temps et que le Parlement interprète de façon, disons, large. Donc, ça dit que le Conseil européen propose un candidat, virgule, tenant compte des élections du Parlement européen. Alors, nous interprétons ça, le Conseil européen le voit plutôt comme, c'est un des aspects, comme le gender balance, comme l'équilibre géographique, etc. C'est un aspect politique important, mais pas exclusif. C'est ce que tu avais dit sur l'automaticité. Le Parlement, la dernière fois, je raconte de façon neutre, a donc décidé que le Parlement européen ne donnera son vote final qu'à un Spitzenkandidaten qui a une majorité au Parlement européen. On peut débattre de cette question-là. Personnellement, je pense que c'est une surinterprétation du traité, mais c'est mon opinion. Le Conseil, et je dis ça, tu donnes l'impression qu'il y a eu ça et maintenant on l'enlève. En fait, c'est une question d'interprétation et de rapport de force. C'est ça la réalité. La dernière fois, et là, puisqu'on parle au Luxembourg, le fait qu'il y ait, si je peux m'exprimer ainsi, sur le marché, quelqu'un qui s'appelait Jean-Claude Juncker, qui était un ancien du Parlement, du Conseil européen, c'était un des leurs, et que la Commission, le Parlement s'est mis d'accord avec une majorité sur Jean-Claude Juncker, au Conseil européen, il est passé.
Il y a eu 2 votes contre, mais il est passé. Mais il y a un certain nombre d'États membres, de chefs d'État et de gouvernement, même certains explicitement ont dit « je ne soutiens pas le Spitzenkandidat », aucune automaticité, ce qu'ils ont confirmé en février dernier, mais je voterai pour Jean-Claude Juncker, c'est un des nôtres et je lui fais confiance. Donc ça a été une situation. Cette fois-ci, avec d'autres candidats, je ne sais pas ce qui va se passer. C'est une question de rapport de force, mais ce n'est pas quelque chose qu'on a tous d'accord sur ça. Le Parlement, il y a des années, a imposé des hearings individuels des candidats commissaires. C'est nulle part dans le traité. They got away with it. Aujourd'hui, c'est plus ou moins accepté. Ils essayent de faire la même chose avec le Spitzenkandidat. On va voir ce qui va se passer. Je dirais simplement à la fin, mais je veux pas, c'est que pourquoi je suis personnellement critique? Parce que ça donne l'impression que nous alignons notre système de l'Union européenne, qui n'est pas un État, ce n'est pas un État, sur un système national. Si vous votez au Luxembourg, vous avez une majorité au Parlement, la majorité au Parlement élit le gouvernement, et voilà, il y a une majorité, etc. Notre système est très différent. Donc, si vous dites que automatiquement, la majorité au Parlement désigne le candidat de président de la Commission, vous oubliez la légitimité des États. D'ailleurs, cette personne-là ne peut pas composer comme on compose un gouvernement, puisque les membres de son équipe, ça dépend des majorités nationales. Donc, vous pouvez avoir au niveau européen, lors du vote européen, une majorité de gauche, et vous avez une majorité au Conseil ou à la Commission de gens de droite. Enfin, je ne veux pas trop entrer dans le détail, je dis simplement, c'est des idées qui ont beaucoup d'appeal parce qu'il est vrai, la visibilité, il est vrai que ce serait mieux d'avoir une personne qui décide, mais une personne qui décide, mon cher Antoine, ça s'appelle la dictature. Hein. Donc, non, mais l'idée de mettre les 2 présidents ensemble, moi, ça, je trouve très dangereux. Moi, je pense que dans un pays comme Luxembourg, si vous faites ça, soit cette personne aura trop de pouvoir, il y aura un rejet formidable, soit les États membres dictent leur truc, et si le président de la Commission est aussi le président du Conseil européen, la Commission sera le secrétariat général du Conseil européen. Voilà, pour respecter l'égalité, je crois que je donne la parole à une femme. Beaucoup de temps, mais je voulais vous demander qu'est-ce que vous pensez de Steve Bannon qui est en train de prendre beaucoup de positions contre nos votes en Europe et franchement, j'ai quelquefois l'impression qu'avec la professionnalité et le brio que vous mettez tous en œuvre, vous oubliez quelquefois des choses que les jeunes sentent beaucoup, qui est plus près de la rue. Vous êtes formidable, mais quelquefois j'ai peur que vous n'êtes pas assez simple. Vous n'êtes pas assez simple. Antoine. Alors, cette perception-là, elle est tout à fait normale. Ce que vous venez de dire est tout à fait normal parce que c'est ce que j'entends très souvent, que nous sommes hors sol. Voilà. Non, mais c'est pas une question d'être formidable ou pas. C'est une question. Mais c'est tellement dommage. Parce qu'en fait, l'autre jour, j'étais dans une conférence avec le secrétaire général de l'OCDE, avec le commissaire Moedas, qui est un commissaire en charge de la recherche, sciences, innovation, et on avait un rapport de l'OCDE sur qu'est-ce qu'a apporté l'Europe finalement en termes de bénéfices depuis 60 ans. Ce rapport, sans rentrer dans les détails, est juste extraordinaire, quoi, en termes de chiffres, en termes de valeur ajoutée, simplement en termes économiques, mais pas seulement ça. Et pourtant, à un moment donné, le commissaire dit, mais pourtant, l'Europe n'est pas du tout est une mal-aimée, voilà. Et de plus en plus. Et effectivement, un mouvement comme celui de Bannon, moi personnellement, je vois ça comme un vrai danger. C'est un vrai problème. Et je pense, mais rassurez-vous, on fait beaucoup de choses contre. D'abord, comme je vous ai dit, les chiffres parlent par d'eux-mêmes. Donc déjà, il faut présenter les chiffres correctement. Il faut lutter contre la désinformation parce que c'est vraiment... Comment ? Ça, en s'impliquant beaucoup plus. Je pense que moi personnellement, je suis quelqu'un qui estime qu'il faudrait être beaucoup plus sur le terrain. C'est pour ça que je disais qu'il faut une figure de proue, une ou plusieurs figures de proue. On ne va pas rentrer de nouveau dans le détail, dans le débat du 1 ou 2 présidents. Mais indépendamment de ça, que ce soit des présidents, des commissaires,
des membres de cabinet comme moi, des conseillers, des hauts fonctionnaires. On devrait être beaucoup plus. Il y a des initiatives qui existent pour permettre aux fonctionnaires de retourner dans leurs écoles, mais il faudrait aller beaucoup plus loin. Il faudrait qu'ils aillent discuter avec les gens sans entrer nécessairement dans des polémiques et en écartant des sujets qui relèvent de la politique et qui ne sont pas au niveau mais simplement en termes de pédagogie. La désinformation aujourd'hui sur Internet est terrible. Hein. Vous en arrivez avec des leaders d'opinion qui vous vendent que la Terre est plate. Et si après on vous montre une photo satellite de la Terre en disant elle est ronde, ils vont dire que c'est un complot. Hein. Donc voilà, donc on en est arrivé à ça. Donc c'est très difficile. Il y a des initiatives pour essayer de lutter contre ça, mais je pense que c'est un travail collectif. En fait, pour moi, il y a une réponse qui n'est pas suffisamment exploitée, qui peut peut-être être une piste qu'il faudrait imaginer pour l'avenir. Et pour répondre concrètement à votre question, c'est un sujet pour lequel l'Union n'est pas compétente, et c'est l'éducation. Et je pense... Non mais attendez, je vous explique. Non, les médias certainement ont un rôle à jouer, mais on en a parlé. Mais moi je crois que l'éducation est en fait fondamentale. Il n'y a pas suffisamment d'éducation civique, politique, économique, écologique, numérique au sein des écoles. C'est très bien d'apprendre tout le nom, quand on est portugais par exemple, tous les noms des rois portugais, ou d'apprendre des formules mathématiques très compliquées quand on est au collège ou quand on est au lycée. Moi, je pense que l'éducation devrait être beaucoup plus boostée, non pas nécessairement pour faire de l'histoire ou de l'historique de l'Union européenne, parce qu'il y a déjà des cours, mais pour faire aussi simplement des fondamentaux du vivre en société. Et le vivre en société, dans nos sociétés européennes, c'est aussi de comprendre quelles sont les valeurs qui en fait, nous réunissent, pourquoi on a besoin de responsabilité, de solidarité. Et je pense que ce rôle d'éducation devrait être renforcé. Moi, je fais partie de ceux qui prônent depuis longtemps qu'il y ait une réforme des programmes scolaires collectivement acceptés par l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement, des ministres de l'Éducation, et que ces programmes scolaires intègrent, chacun à sa façon, chacun dans sa culture et ses propres traditions, un certain nombre de principes en matière d'éducation économique, financière, écologique, civique, politique. Il y a un discours d'un chef économiste, et j'en termine par là parce que je suis un peu long, mais le chef économiste de la Banque centrale d'Angleterre, qui dans la foulée du Brexit s'est posé la question, mais pourquoi on en est arrivé en fait à ce... Voilà. Oui, alors avec Bannon évidemment, qui renforce en plus la donne. Mais il s'est posé la question, et il a fait un discours assez complexe qui s'appelle Everyday Economics, qui a été sorti. Le type s'appelle Andy Haldane. C'est un discours en 2017. Ce discours est formidable parce qu'en fait, ce qu'il fait, c'est analyser pourquoi aujourd'hui sortent des écoles des bacheliers, des gens qui ont leur baccalauréat, et que moins de 1% ont des notions d'économie en fait. Et en fait, s'ils avaient des notions d'économie, et moi j'étends ça au vivre en société, encore une fois, civique, politique, s'ils avaient des notions d'économie, en fait, ils seraient européens. Parce qu'ils comprendraient pourquoi on a fait cette Europe. Et en fait, finalement, c'est peut-être ça qui manque aujourd'hui. Parce que la réponse, c'est on a fait l'Europe, mais on a oublié de faire quelque chose de fondamental. C'est-à-dire qu'on a oublié de faire les Européens. Et si on avait fait les Européens, donc ça c'est le combat de l'avenir, c'est de faire les Européens. Mais l'éducation devrait jouer un rôle fondamental. Évidemment, la communication aussi, mais l'éducation, on devrait commencer par ça. Moi, je suis entièrement d'accord avec ce que... Donc, je suis entièrement d'accord, donc je ne vais pas répéter ce que tu as dit. Je dirais qu'aussi, je vois un peu la façon dont nous, on fait au Parlement européen la campagne pour les élections européennes et que ça a énormément évolué par rapport à il y a 5 ans. On utilise bien sûr énormément les réseaux sociaux. On utilise beaucoup les jeunes. On a toute une action qui dit « This time I'm voting », donc cette fois-ci je vote. Et on peut se poster et essayer de convaincre parce qu'on s'en rendait compte, bien sûr, de l'influence de Bannon, etc., et qui avait eu sur certains votes cruciaux, mais aussi que justement, quand on voit ce qui s'est passé en début d'année en Belgique, quand des jeunes allaient tous les jeudis dans la rue en demandant plus d'action pour le climat. Oui, non, mais je l'ai vu devant mon bureau, mais un peu partout, qu'il y avait aussi une formidable, un désir de plus d'action européenne, pas seulement dans le domaine climat, etc. Donc l'idée, c'est vraiment aussi d'initier ça et d'utiliser un peu les réseaux sociaux pour justement véhiculer d'autres messages. Mais sur l'éducation, c'est réclamé dans tous les dialogues citoyens qu'on fait, en tout cas au Luxembourg. Cette question de l'éducation, elle revient toujours. Ouais. Tu voulais encore dire quelque chose avant ? Juste un mot très rapide sur l'éducation, je suis entièrement d'accord. Mais ça veut dire que l'éducation est importante ne veut pas ipso facto dire que ça doit passer par Bruxelles. Il faut aussi... on peut faire beaucoup de choses qui ne passent pas par Bruxelles. À madame, je voudrais dire que, d'abord, je ne vais pas m'excuser d'être compétent, mais vous avez raison. Évidemment qu'il y a un problème. Mais la salle d'ici, je pense, nous sommes entre nous. C'est l'impression que j'ai.
à l'une ou l'autre exception près peut-être. Mais donc non, j'étais au débat du Spitzenkandidaten à Florence, il n'y avait pas un dans la salle qui n'était pas un Européen convaincu. On parle à nous-mêmes. Donc il est vrai qu'il y a un problème. Il n'y a pas de réponse simple. Vous avez ce phénomène, évidemment, le rejet des élites, des soi-disant élites, mais un peu partout, ce qui est très dangereux pour une société. C'est très dangereux, mais il faut que les élites aussi comprennent que peut-être leur façon de s'exprimer, tout ça. Et je terminerai sur ce point-là, la communication, parce que je suis un peu obsédé par la communication. À Bruxelles, je dois dire, il y a une chose qui me choque souvent, et je disais ça quand j'étais chef de cabinet de Santerre à la Commission, c'est qu'on a une tendance des institutions à faire des plaidoyers pro domo. On est dans notre monde, on négocie, on veut montrer que le Parlement est plus important que le Conseil, qui est plus important que la Commission, et vice-versa. La Commission qui donne l'impression qu'elle va régler tous les problèmes du monde, il faut arrêter avec ça. Il faut un peu plus parler de l'Union européenne et pas des institutions que les gens ne comprennent pas de toute façon. Et il y a une autre chose qui m'a toujours frappé, c'est que en communication, nous entendons le plus les gens aux deux extrêmes. On entend beaucoup des gens comme Farage, Bannon, qui financent massivement derrière. Il faut les combattre, bien entendu. Farage, c'est simple, il ne peut pas y avoir de légitimité si il n'y a pas un État membre. Mais il y a aussi parmi les fédéralistes un certain nombre où je critique un peu, non pas parce que je ne suis pas moi-même un fédéraliste extrême, mais parce que leur communication est une communication. Verhofstadt est un très bon exemple. C'est un homme très intelligent qui est fédéraliste, je le respecte, tout le monde a le droit d'avoir cette opinion. Mais toute sa communication, si vous allez au Conseil, au Parlement européen, il est en train de dénier de la légitimité à l'Union européenne. Le déficit démocratique, il n'y a pas de déficit démocratique structurel dans notre système. Je peux vous l'expliquer. Il n'y en a pas. Il y a des manifestations qui ne sont pas bien. Toutes les démocraties ne fonctionnent pas à 100%. Il n'y a pas de déficit. Mais ça a été utilisé par le Parlement pour renforcer son pouvoir. Maintenant que le Parlement a la codécision intégrale, il faut arrêter avec ça. Parce que les deux se renforcent mutuellement. Et si les gens n'arrêtent pas d'entendre que cette union n'est pas légitime, pour des raisons contraires, évidemment, on entend ça très souvent à Strasbourg. Je rentre chez moi, je dis, mais est-ce que je vais continuer à me battre pour une union qui n'a pas de légitimité? Donc il faut un peu arrêter et parler aussi de façon plus simple. Voilà. Lucien Kaiser, je ne voulais pas prendre la parole, mais j'ai entendu dénigrer quelquefois ou crier haro sur les médias. Ça me rappelle un peu le miroir où on ne se voit pas aussi beau qu'on se pense. Et alors, on a envie, bien sûr, de détruire le miroir. Après, voilà, les critiques aux médias, c'est les critiques maintenant à l'école. Bien, pourquoi pas des cours d'économie, mais n'est-ce pas significatif qu'on ait donné l'exemple tout de suite d'un chef d'une banque centrale? J'espère aussi que dans ces cours, alors, il y aura de la place pour M. Piketty. Merci. Pour répondre à ça, il était évidemment loin de moi l'idée de critiquer les médias de façon générale. Ce que je dis, c'est qu'il y a une responsabilité collective des institutions, des médias, des hommes et des femmes politiques et des leaders d'opinion en général, accentuée par les réseaux sociaux, accentuée par les algorithmes des réseaux sociaux qui créent des bulles dans lesquelles on se trouve. Il y avait un chercheur qui, à un moment donné, s'est branché sur certains milieux et qui ne recevait plus que de l'information que de ces milieux-là. Quand on est abonné à une chaîne d'information sur certains réseaux, on n'obtient plus que de l'information sur ces réseaux à cause de l'algorithme du réseau social. Évidemment que les médias jouent un rôle extrêmement important et qu'il faut évidemment les protéger. On est les premiers et la seule organisation, d'ailleurs la Commission européenne, à faire une conférence de presse quotidienne sur tous les sujets. Donc quotidienne. Et évidemment que les écoles sont fondamentales. Et quand j'ai cité un banquier central, j'aurais pu très bien citer aussi M. Piketty, qui, à mon avis, serait extrêmement d'accord avec ce que je viens de dire en matière d'éducation. Je pense que ce qui est important, c'est aussi de pouvoir être critique sur le projet européen. Parce que finalement, ce que les populistes avancent comme thèse, certaines de leurs critiques sont fondées, en fait. Il y a certaines critiques qui sont fondées. Simplement, la réponse qu'ils apportent est évidemment fondamentalement mauvaise. Parce que c'est évidemment pas en se repliant sur soi et en accentuant les divisions qu'on arrivera à faire émerger
une Europe qui soit capable de concurrencer, comme on l'a dit, la Chine, les États-Unis. Le vrai danger, c'est vers l'extérieur aujourd'hui. La Chine est en train d'acheter progressivement la plupart de nos économies, s'investit partout, et nous devons créer et mettre nos ressources en commun pour pouvoir lutter contre ça. Mais je n'étais évidemment pas du tout, ce n'était absolument pas du tout pour critiquer les médias, au contraire, mais je pense qu'il y a des médias qui ne relayent pas suffisamment les informations, et c'est probablement aussi une faute de pouvoir rendre la communication de façon intéressante. On a des communications qui ont parfois des titres extrêmement compliqués, ou des initiatives législatives. Sur la défense, on va appeler ça décision stratégique en matière de défense, etc., alors qu'aux États-Unis, ils appellent ça le Patriot Act. Voilà. Et ça parle peut-être plus aux gens. Voilà. Donc il faudrait peut-être qu'on réfléchisse aussi à la façon dont on communique. Voilà, on a encore le temps pour 2 questions. Merci. Je voulais vous demander, Monsieur Claus, avant, vous avez, c'était le sujet avant, vous avez parlé du fait qu'on ne peut pas adapter tel quel le système national de la Constitution du Parlement à la Constitution du Parlement européen. Et je voulais demander pourquoi vous avez, par exemple, parlé de la majorité qui se constitue dans les partis politiques. Et là, je voulais encore une fois avoir une précision pourquoi on ne peut pas adapter le système, la constitution du Parlement national à celle du Parlement européen. Alors, vous pourriez évidemment le faire, mais ça voudrait dire que vous devriez faire une conférence intergouvernementale avec 27, 28 ou 27 États membres, se mettre d'accord sur un texte qui doit être ratifié dans chacun des États membres. Je ne vois absolument pas un accord possible sur une transformation du système européen en système qui serait les États-Unis d'Europe, parce que c'est de ça qu'on parle. Donc, je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est que dans notre système, les démocraties nationales jouent leur rôle pleinement. Quand Nico Schmidt allait au Conseil, quand il va au Conseil des ministres à Bruxelles, il allait, bon, enfin, mais il allait souvent. Quand il y allait, il était évidemment sous contrôle de la majorité de la Chambre, bien entendu. Ils vont pas ça. C'est un gouvernement qui a une majorité, s'il perd sa majorité, il n'y va plus. Et il ne va plus exprimer la position du Luxembourg. Donc, nous avons un système qui englobe les différentes légitimités. Et c'est pour ça que moi, je suis sur ce plan un peu conservateur. Je trouve que le système tel qu'il a inventé dans les années 50 a un système absolument génial, qui est fondé sur le fait que nous sommes des États et des peuples. Le parti peuple, au fil des années, s'est renforcé jusqu'à la codécision intégrale. Et la Commission, qui n'est pas un gouvernement qui décide, mais qui est une institution absolument fondamentale, et ça a été un coup de génie de créer une institution qui est indépendante, qui n'est pas dans le journalier politique, et qui a un triple rôle. Droit d'initiative exclusif, c'était vraiment génial de penser à ça. Deuxièmement, gardien des traités, ce qui est extrêmement important. Et troisièmement, une certaine fonction exécutive que le Conseil lui transmet. C'est une invention, et c'est pour ça que parfois, quand on dit il faut simplifier, il faut changer le système, moi je dis je ne suis pas conservateur au point de ne pas vouloir changer un système, mais c'est un système qui a fait ses preuves. Et avant de le changer, il faut réfléchir aux conséquences. Si vous dites que la Commission européenne aura une majorité politicienne sur base de ce qui s'est fait aux élections parlementaires, je suis convaincu que la Commission perdra le droit de prendre des décisions en concurrence, en droit de la concurrence. Il faut faire attention avec ce genre de choses. Et je critique certains aspects de la Commission parce que je l'aime tellement et je crois que c'est une institution absolument irremplaçable. Mais je la conçois plutôt dans son rôle traditionnel qui implique une équidistance par rapport aux deux autres institutions. Si vous alignez la Commission trop sur le Conseil, c'est pas bon. Et si vous l'alignez trop ou totalement sur le Parlement européen, c'est une très mauvaise idée. Quand j'écoute M. Weber qui dit que pour le droit d'initiative, il faut le donner au Parlement européen, et même si on ne le donne pas, moi, je prendrai toutes les propositions du Parlement et ça devient des propositions de la Commission. Le traité dans l'article 17, je ne veux pas être technique ou technocrate, mais l'article 17, paragraphe dit « La Commission est indépendante et ne doit recevoir des instructions ni des États membres, ni des autres institutions. » Alors, il faut respecter le traité. Voilà. Vous permettez une dernière question en anglais, très court?
Je voudrais avoir votre excuse pour poser la question en anglais, que mieux pour moi, c'est facile. Hello. I am speaking about foreign policy, strategic conception, and collective defense of Europe. This is a union. Otherwise, we don't have a union. This is my opinion. Of course, you can answer. After that, the solidarity, which is inevitable for the members of a union, means some certain things. We have solidarity in alliances, like the one we had during the Second World War or the First World War. Now we are about 60, 70 years after a big war. Heraclitus says that war is father of everything. Every 30, 50, 70 years, something happens. So, maybe it is a fake news, but I heard that outside Normandy, 150 kilometers, or maybe outside Porto, 150 kilometers in the sea, we found oil. And Exxon had put a drill accompanied by an American aircraft carrier defending the drill. Will Europe go to kick them out because it is interest of France or Portugal? This is union, and if there is something on the three decision maker councils, le Conseil, le Parlement, je voudrais écouter. Merci beaucoup, monsieur. Oui. Yes, I will answer. You're Greek, I think. Huh? Yes? Yeah. Okay. No, that's fine. I mean, that's no problem, on the contrary. No, very quickly, on the question of the security in the army. Again, it's very useful to go back in history. When the steel and coal community was created in 51, 52, it was quite a success. And very quickly afterwards, the 6 founding member countries created the European defense community with the idea of a European army. It was too early. The French did not accept to vote on it. And so there was the first crisis. From that moment on, the Europeans decided after Messina to concentrate more on the economy and to leave the defense outside. And of course, the German rearmament and the German army was integrated into NATO instead. And so since then, we have functioned in this way. We are doing much more in defense, but in defense, we don't have a transfer of competence like we have for trade or agriculture. It's still very intergovernmental. I personally believe that we have to strengthen our game. We have to invest more, also our industry and all that personally, but it's a progressive thing. On the example of the aircraft carrier, that definitely is fake news. And on the question of solidarity, we could talk for a long time. Solidarity, of course, goes together with responsibility. We had a debate about solidarity, responsibility, about the Greek problem a few years ago, where solidarity was shown, but there was also a demand for responsibility. In other words, to respect certain rules, the deficits and all of that. It is very important in the Union. The Union is quite extraordinary in the sense of we have a cohesion policy, we have structural funds where for a certain number of countries, for year after year, there has been a net transfer of between 3 to 5% of GDP. That is solidarity, with a budget which is only 1% of the overall budget. So there is a lot of solidarity. We have a big debate on solidarity in migration. Some people say the countries who do not accept quotas do not show solidarity. Okay, so this debate is a constant debate. It's a normal debate, but I think there's a lot of solidarity in the system. So I think our time has almost come to an end now. I think we could discuss for hours about the institutional triangle. Pardon, je re-switch en français. On pourrait en parler pendant des heures, évidemment. Je crois que entre Européens convaincus ici, ça devient aussi une passion de parler de l'Europe, de l'avenir de l'Europe. Je crois qu'on a vu, beaucoup de choses ont été faites. Tout n'est pas parfait, mais le système actuel marche. Il pourrait être
perfectionné, mais rien n'est parfait non plus. Je voudrais terminer peut-être sur une note personnelle pour vous demander peut-être aussi à titre personnel quel est le moment de votre carrière qui était le plus émotionnel de ce que vous avez vécu en travaillant pour l'Europe. Et je commence avec toi, Sarah. Il y en a eu pas mal, hein. Et je dirais que je vais en parler sur un, et on parle. En fait, c'est un moment où je travaillais pour Luxembourg, le 12 décembre 2015. J'ai eu la chance d'être à Paris, de présider, quand c'était au niveau technique, la coordination de l'Union européenne, et d'être à un moment historique où on a eu l'unanimité sur l'accord de Paris. Et je veux dire, si au début de la COP 21 ou quelques mois avant, j'aurais pu dire qu'on arriverait si loin, ça tenait du miracle. Et je dirais que j'ai beaucoup appris de travailler dans le milieu onusien, de se rendre compte que malgré nos petites divergences où on n'a peut-être pas les mêmes trucs, on a énormément de choses en commun, aussi bien qu'un Polonais. Enfin, les Polonais sont un Suédois, etc. Quand on se voit dans le contexte mondial, qu'est-ce qu'on est proche, que la majorité qualifie à du bon, parce que l'ONU, l'unanimité partout, bonjour. Parfois, il y a des miracles, comme en 2015, mais c'est très rare. Donc voilà, ça reste un bon souvenir. Antoine, le moment le plus fort dans ta carrière en travaillant pour l'Europe? Bon, c'était sans aucun doute, personnellement, parce que c'était plutôt un moment personnel, le jour des 60 ans du traité de Rome. Parce que ce jour-là, le président Juncker a signé la déclaration qui avait été faite pour l'occasion, pour renouveler les vœux. Il l'a signé avec la plume qui avait été utilisée jour pour jour, 60 ans auparavant, pour la signature du vrai traité, et qui était la signature de la plume de mon grand-père. Voilà. Et qui est chez mon père, détenu chez mon père, et que je l'avais donné au président pour qu'il l'emmène avec lui. Et il avait terminé son discours juste avant de signer, en disant les mots, et c'était dans un contexte Brexit très chargé quand même. On était quand même à ce moment-là avec un Royaume-Uni, on n'avait pas encore vraiment entamé, ou on allait entamer les négociations du Brexit. Et il avait terminé en fait son discours en disant « Maintenant, je m'apprête à signer avec la plume qui a servi il y a 60 ans, parce qu'il y a des signatures qui durent pour toujours et éternellement. » Et je pense que c'était un très très beau geste d'utiliser ensuite la plume qui a signé, et évidemment, d'un point de vue familial et personnel, de savoir que c'était celle que mon grand-père avait utilisée, évidemment, était pour moi un grand moment d'émotion. Voilà. Merci de partager ça avec nous, Jim. Oui, il y en a beaucoup, mais puisqu'il y a Nico Schmidt en salle et Jean-Jacques Hazel, il se souviendrait certainement du 30 septembre 1991. Je le dis, il n'y a pas de néerlandais, j'espère, parce que c'est le jour du Zwarte Maandag pour la diplomatie néerlandaise. Les Luxembourgeois avaient fait un projet de traité qui est devenu le traité de Maastricht, et certains aux Pays-Bas avaient imaginé totalement changer ce traité. Ils ont fait le tour de l'Europe, et puis il y a eu ce Conseil Affaires Générales et Affaires étrangères. Et finalement, 12 délégations sur 12 ont dit « Les Luxembourgeois ont fait un travail formidable, vous prenez leur projet et vous travaillez sur cette base. » Donc ça, c'est un truc. Une deuxième chose très, très, très personnelle, c'est que ce n'est pas une question de réunion, c'est le premier euro que j'ai retiré le 1er janvier 2001 au fin fond de la France, dans un guichet. Et la troisième, c'était le 10 mai, quand on a sauvé l'euro. Merci, Jim. Merci. À Luxembourg de Bruxelles, pour nous, j'aimerais bien, je crois que vous allez rester, j'espère, pour un verre, et je suis sûre que vous avez d'autres questions. On ne peut pas adresser ou prendre toutes les questions, évidemment, en salle ce soir. Le temps est révolu. Je profite de l'occasion quand même pour vous inviter à nos prochains 3 événements. Le premier avec un dialogue citoyen avec Katharina von Schnurbein, qui est la coordinatrice antisémitisme de la Commission, qui discute avec Georges Santer, qui est un ambassadeur du Luxembourg. Luxembourg occupe la présidence de la International Holocaust Remembrance Alliance. On en discutera au Cercle Cité le 15 mai, la semaine prochaine. Après, on a le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, qui sera au Trifolion à Echternach vendredi prochain, le 17 mai. Vous êtes tous invités. Il faut s'inscrire quand même parce que les mesures de sécurité
le requiert. Et ça, c'est tout nouveau. L'invitation n'est pas encore sortie. Alors, notez-le. Ça, c'est le vendredi avant les élections. Le 24 mai, on aura le directeur général en charge du commerce à la Commission européenne, Jean-Luc Demarty, qui va venir parler de la politique commerciale européenne. Je sais que Luxembourg, ça c'est un sujet qui est aussi très lourdement discuté et ça sera, je crois, aussi une conférence très intéressante que la représentation organise ensemble avec le ministère des Affaires étrangères et ça sera juste derrière ici au ministère des Affaires étrangères. Alors voilà, tout ça en amont des élections européennes. Après les élections européennes, évidemment, on va continuer. On va peut-être dormir un tout petit peu. Mais maintenant, je vous invite à un verre de l'amitié. Merci beaucoup pour votre intérêt et merci à vous trois d'être venus ce soir. Merci.